Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la Tournée du terroir au musée de la vieille fromagerie Perron. On va pouvoir visiter avec Madame Perron elle-même, la petite fille du fondateur, qui va nous faire une belle entrevue. Ensuite de ça, on a une visite rapide du musée. Il y a encore plus à voir si vous venez faire la vraie visite. Donc, sans plus tarder, allons-y! Le bâtiment en tant que tel, il date de 1895, qui a été construit par Adélard Perron. Et on a fait une extension. Dans le fond, dans les années 90, en 92, c'est devenu un musée. Après que Lise Fournier ait fait sa thèse universitaire des recherches là-dessus, dans les années 80, sur l'agriculture du lac Saint-Jean, puis surtout sur l'industrie laitière puis les fromageries qui se sont créées dans les années 1860 jusqu'à 1940. Et ça, c'est la section industrielle / artisanat, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont pas faits à la main, sont en métal, très solides. C'était très ingénieux. C'est la seule famille, la seule compagnie de fromagerie qui a connu 4 générations de fromagers. Donc ici, on a le boiler, en bon canadien français, ou la chaudière, donc qui acheminait la vapeur dans un système de tuyaux. Et on faisait pasteuriser le lait à la vapeur. Donc ça, c'est pas du vrai fromage, là. C'est du styromousse, là. Donc on a les étapes de chédarisation qu'on appelle. Donc une fois que le lait est coagulé, on va venir le ramasser sur le côté, puis le petit lait il va s'évacuer dans le fond de la bassine. La bâtisse qui fabrique le fromage est juste en arrière, donc l'emplacement n'a pas beaucoup changé. Ici, c'était là qu'on recevait le lait le matin, dans les bidons de lait et les canisses. Avant le système de quota et des camions citernes, c'était comme ça qu'on transportait le lait. Comme vous pouvez voir ici, là, le chiffre un peu effacé, c'est le numéro du producteur. Il y a un détail que j'aime bien montrer. Ici, c'est là-dessus qu'on notait donc les quantités de lait qu'on recevait et le salaire à la fin de la semaine des agriculteurs. Et on peut voir ici Adélard Perron, qui est le fondateur de la fromagerie. Mais ça, c'est un document qui date de 1925. Donc, après qu'il soit devenu inspecteur fromager, là, il continuait quand même. D'après moi, il a comme pris sa retraite en acheminant du fromage ici. Donc, le lait il était mis dans ce chaudron-là, qui était situé, il était placé sur la grosse dalle de béton qui est là. Le lait, il coulait à partir de la gouttière qu'on voit là. Le lait était filtré à partir d'un tissu à fromage qu'on mettait au bout pour filtrer toutes les impuretés qu'on pouvait trouver dans le lait. Aussi, on testait la qualité du lait avec le gras, la quantité de gras qu'il y a dans le lait. Donc ça, c'est une centrifugeuse Badcock. Wow. Et à l'intérieur, on a des petits cylindres gradués. On va venir mesurer avec le compas ici la quantité de gras qui dépasse. Un peu comme quand l'huile flotte au-dessus de l'eau, le gras va se retrouver au-dessus. Les meules, en tant que telles, pouvaient peser 85 livres. Une fois qu'on a fait nos crottes de fromage, on va les mettre là-dedans, on va les presser, et dans la presse, on va l'habiller d'un tissu à fromage. Et quand ça va être pressé, après 2 heures, ça va nous donner une meule comme ça. Le fromager va faire ce qu'on appelle le toilettage. Il va tirer un petit peu ici. Et ensuite, il va mettre le cheese cap qui est ici. Ça va venir passer 12 heures dans la presse. Ça, c'est l'antichambre. C'est ici qu'on vendait le sel. On vendait pas beaucoup de fromage parce que c'est un produit de luxe à l'époque. Et on vendait aussi du beurre à partir de 1917. Donc ça aussi, il y a un contexte derrière la vente de beurre parce que ça a connu une chute dans les années 20, là, la vente de fromage. On avait de la difficulté à vendre le fromage.
La Deuxième Guerre mondiale, elle, ça a fait augmenter les ventes de cheddar. Ici, là, la fromagerie, c'est vraiment l'exception à la règle, là, parce qu'il y a eu le gros mouvement des coopératives qui s'est créé. Dans le fond, c'est que ça a résisté au mouvement des coopératives parce qu'à un moment donné, on a atteint un nombre record de fromageries au Québec, au-dessus de 1500 fromageries. Et ce nombre-là a commencé à diminuer et pour atteindre le nombre de 1, là, comme on l'a connu aujourd'hui. Là. Mais même aujourd'hui, la fromagerie Perron, là, en ce moment, a été vendue en 2015 à Nutrinor. Ça, c'était la chambre de maturation. On venait étamper le mot Canada 48 fois autour de la meule. Avec la matrice ici, on est allé un petit peu l'encre. Et on venait aussi tester avec la sonde qu'on voit ici, prendre une carotte et on déterminait si c'était une bonne batch ou non là, avec l'odeur. Puis à l'époque, on avait 90% du cheddar qui était produit, qui était exporté en Angleterre. Oh, wow. Parce qu'en fait, cheddar, ça vient de la ville de Cheddar en Angleterre. Donc, c'est vraiment les Anglais qui ont appris aux Canadiens français comment faire du cheddar dans le but d'exporter le produit. Fait que ça a fait en sorte là, que, au lieu de juste vendre de la matière première tout le temps, ben, ça a fait en sorte on a eu des artisans qui se sont démarqués. Là. Puis, ben, les Perrons ont habité ici pendant un moment jusqu'à ce qu'ils construisent la maison de l'autre côté. On a de la belle vaisselle. C'est pas toute de la famille aussi, là, puis on en a perdu au fil du temps. Celui-là, il nous a été donné. C'était pas celui d'époque, mais il est vraiment, vraiment beau. On a l'immense boîte à pain aussi, là, parce qu'avec une famille de 15 et plus, à une certaine époque, là, on nourrissait les employés. Quand la famille vivait plus ici, ça a été les employés qui étaient logés. C'était plus agréable parce que ça devenait extrêmement chaud avec le poêle qui est là. Et la bassine qui se fait chauffer à la vapeur. Ici, le salon, le living room, où on vivait pas. Vraiment, parce que c'était juste pour les occasions spéciales. Et l'administration, puis des fois Marie Lamontagne, la femme de Joseph. Avant Excel. Avant Excel, oui. Avant Excel. Ne te trompe pas. Il faisait les tabliers là, avec les sacs de farine et les sacs de sucre qui revenaient. J'ai appris une belle anecdote l'autre jour aussi, que les compagnies de sacs de farine et de sucre ont commencé à mettre des imprimés dessus quand ils ont su que les familles réutilisaient leurs sacs pour faire des tabliers. Ça, en fait, elle a un nom particulier, c'est la Croix noire de la tempérance. Okay. Donc, c'est un mouvement religieux qui est lié aussi à la prohibition dans les années 20. Ça a commencé à peu près en 1880. Et donc, au Québec, ça a été assez exceptionnel par rapport au reste du continent parce que le mouvement voulait pas empêcher à 100% les gens de boire, mais plus les tempérer. Ouais. Donc ça, c'était un membre de la famille qui est devenu membre du clergé. Fait que, une fois, quand il y a un membre de la famille qui rentre dans la religion, à l'époque, c'est une grande fierté. C'est pas tout le monde qui le sait, mais à un moment donné, il y avait eu des ruches qui produisaient du miel. Ça, c'était en 1945, il me semble. Ici, on a une photo de Irène à gauche. Et maman Marie Lamontagne qui reçoit son prix, est vraiment exaltée de recevoir son prix pour toutes ces années d'abstinence totale de l'alcool. Puis, je peux te faire remarquer les trous qu'il y a, qu'il y a sur les murs, ça c'est pour la circulation de l'air. Ah ouais. Parce que les portes fermées... C'est de la clim rudimentaire. C'est ça. L'ancêtre de l'air clim. Ici, la petite pharmacie, on a la pioche et le blaireau. J'aime ça présenter aussi cet outil-là. Oui. T'sais, les gens, ils savent pas toujours c'est quoi. Ça ressemble un petit peu à un instrument de torture. Ouais. Mais c'est un fer à friser. Ouais, il mettait ça sur le poêle à bois, puis ça devait sentir un petit peu les cheveux brûlés là, quand il faisait friser les cheveux. Fait qu'ici, c'est ça, la salle à manger d'été, parce que ça devenait atrocement chaud ici.
Donc on voit qu'il y a les grandes fenêtres qu'on pouvait ouvrir. On se trouve en ce moment juste au-dessus de la glacière. Donc quand c'était l'hiver, on allait chercher les blocs de glace directement sur le lac Saint-Jean. Et on les enrobait de sciure de bois pour que ça dure longtemps. Ils pouvaient durer jusqu'en automne. Donc quand on disait qu'on allait manger ici, on disait on va manger sa glacière.